Bonsoir. Sur Actu et Débat de ce lundi, nous allons nous consacrer encore aujourd'hui à la délocalisation du marché d'Antopa, notamment les précisions apportées dernièrement par le porte-parole du gouvernement, la précarité, encore cette précarité des conditions de vie et de travail des hommes des médias. Nous en parlerons. Les députés de l'opposition ont dénoncé récemment les menaces sur la profession qui continuent de décimer les hommes des médias. Et puis en fin d'émission, nous nous intéresserons au premier sommet de l'AES tenu au Niger. À nouveau, bonsoir et bienvenue en studio. Alphonse Moïse Dessoudé, journaliste, il est avec moi. Alphonse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vobile, bonsoir à toutes et à tous. Jules Léandre Ketty n'a pas pu nous rejoindre. On l'aura certainement au téléphone si tout va bien dans cette édition de Actu et Débat, mise en onde par Patrice Bédia, prise de vue, Job Chikpe, présentation Brice Bill Haïtidi. Tout premier sujet donc, le Bénin accueille à compter de ce lundi 2 événements majeurs. L'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, AIRF, et les rencontres Africa 2024. Le Bénin, capitale économique de la francophonie. Le temps de ces deux grandes rencontres, le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, a rencontré ce week-end la presse à propos. Nous l'écoutons. L'AIRF qui a été créée en 2002 en France, à Lyon, par des régions francophones et qui également va tenir son assemblée générale ici à Cotonou, puisque les intercommunalités du Bénin y sont membres. Nous avons au total 8 intercommunalités qui sont membres de l'AIRF. Bien que nous n'ayons pas de régions au Bénin, les statuts de l'AIRF permettent aux intercommunalités d'y adhérer. Alors, les intercommunalités du Bénin sont donc représentées au bureau de l'AIRF par ACAL, l'association des communes de l'Atlantique et du littoral, représentée par le maire Tori, Rogatien Akouakou, et l'ANCB, l'association nationale des communes du Bénin, représentée par Luc Setondier Atropo, maire de Cotonou. L'AIRF prône le développement économique des collectivités et des régions qui la constituent. C'est fort de cela qu'un partenariat a été signé entre elles et les rencontres Africa pour permettre à ces collectivités et régions qui ont besoin des financements, qui ont besoin des équipements, des études, qui ont besoin de se développer, rencontrer donc des sociétés, des entreprises qui ont la potentialité de répondre à leurs besoins. D'où Rencontre Africa et l'AIRF qui se tiennent simultanément à Cotonou pour parler des congrès. Il y aura donc plusieurs activités. Il y aura des conférences et débats sur les différentes potentialités dont nous avons besoin ici au Bénin pour le développement économique de notre pays. Il y aura des rencontres entre des échanges économiques entre les entreprises internationales et celles locales. Il y aura des visites guidées au niveau de la zone spéciale économique de Glodjigbe, la GDIZ, et la visite des sites touristiques de Ouida, couplée avec des conférences débats, le lancement officiel qui sera donc fait par les ministres béninois. Les maires sont invités, les élus locaux sont invités, les fêtières sont également attendus, les entrepreneurs du Bénin y sont également invités à ce qui se fait du 8 au 13 au palais de Congrès. Le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, à l'instant. Le maire de Torebosito était un peu plus tôt, je crois courant mars ou avril, face aux hommes des médias par rapport à ces deux grandes rencontres. Il a dit que le Bénin a accepté d'abriter ces deux grandes rencontres parce qu'aujourd'hui, les maires ont compris qu'il n'y a pas de décentralisation sans économie. Vous savez que la dernière fois que nous avons parlé de l'élection du maire de Cotonou comme vice-président dans une des structures internationales, je disais que c'était le prix des efforts fournis dans les communes. Nos communes ont besoin de se donner de la visibilité. Et une commune qui veut évoluer doit avoir des liens de partenariat avec d'autres communes. Et moi, je salue, au-delà de tout, je salue tous ceux qui ont mis tout en œuvre pour que ces deux rencontres-là aient lieu chez nous. C'est très important. Ça veut dire quoi? Que les maires aujourd'hui ont compris qu'aucune
Une commune ne peut se développer en se recroquevillant sur elle-même. Elle est obligée de s'ouvrir à d'autres. Et quand on parle de intercommunalité, c'est intéressant. Ça veut dire que nous avons 8 communes sur les 77 au Bénin qui ont déjà des partenariats. L'essentiel pour moi, c'est que le travail soit fait et que les maires comprennent désormais qu'ils sont suivis de près. On parle d'échanges économiques avec les entreprises, c'est normal. Cela va démontrer à nos entreprises qu'au-delà de ce qui se fait au pays, si vous avez des partenariats avec des gens qui évoluent à l'extérieur, vous devez davantage vous prendre au sérieux. Donc les mairies qui ne font pas partie de ces partenariats-là doivent se mettre résolument au travail. Parce que la sélection des communes qui doivent participer à ce partenariat-là répond à la satisfaction d'un certain nombre de critères. Donc je voudrais demander à tous les autres maires de travailler. Quand l'État met à votre disposition des moyens pour le développement de la commune, il faut le faire. C'est pourquoi je suis pour le principe de la reddition des comptes. Ça permet aux populations de suivre un peu de près. Parce que ceux-là, ils ne vont pas seulement rester à Cotonou pour dire, on va rester... non, ils vont se promener dans le pays à la recherche d'autres opportunités. Donc il faudrait que les maires se mettent résolument au travail et que, le Bénin, au-delà de l'État central, chaque commune, quand vous allez un peu à l'international, les grandes communes se développent en partenariat avec les autres. Nous avons des ressources, nous avons des terres exploitables. Donc dans les partenariats, nous allons mettre à la disposition de nos partenaires extérieurs ce dont nous disposons et pourront mettre à notre disposition de la technologie qui parle d'entreprise, parle forcément d'exploration. On va explorer les différentes communes, on va voir quelles sont les entreprises, les industries que l'on peut exploiter. Et cela va créer de l'emploi. Et vous savez qu'aujourd'hui, on se plaint du fait que les jeunes n'ont pas d'emploi. Et ce travail, ces sommets-là, vivement que le Bénin gagne. Ce sont en fait d'excellentes occasions qui vont permettre aux collectivités locales béninoises de nouer des partenariats avec les collectivités de l'espace francophone. Tout à fait. Et il faut qu'il y ait un suivi. Et moi, je souhaiterais bien qu'on ne fasse pas de complaisance dans le choix des communes à visiter. Il faut choisir les communes qui ont de potentialité parce que ils viennent pour découvrir. S'il y a une commune qui n'a pas de potentialité, je prierai les autorités de ne pas envoyer les partenaires là-bas parce que nous avons des potentialités. Chaque commune a peut-être des produits qu'il faut mettre en valeur. Il faut choisir les communes. Il faut donner la possibilité aux 12 départements de notre pays de bénéficier de ces partenariats-là. Donc, c'est du sérieux. C'est pas du copinage, c'est pas de la complaisance, c'est du sérieux. Il y va du nom de notre pays et de la compétence des maires qui sont à la tête des différentes communes parce que il faut que le maire ne soit pas quelqu'un qui porte le titre mais qui a quand même quelque chose dans le ventre à vendre aux partenaires. Quelque chose dans le ventre à vendre aux partenaires. Une chose est d'avoir ces partenariats, il y a une autre de savoir les exploiter. Mais oui, vous avez des recommandations. Non, il ne faudrait pas que le partenariat s'arrête au lendemain des assemblées générales. Non, il faut qu'il y ait de suivi. Il faut des comités de suivi pour permettre aux partenaires d'accepter d'investir davantage. Parce que si le partenaire, les premiers clignotants sont rouges, il va se rebiffer. Donc, il faut qu'on donne de l'assurance aux partenaires que ce qui sera mis à la disposition des communes sera bien exploité. C'est ça l'essentiel parce que si le partenaire n'a pas confiance en vous, s'il n'a aucune garantie que ce partenariat va porter de bons fruits, parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est pas que quelqu'un va gagner, quelqu'un va perdre. S'il n'est pas sûr que c'est un partenariat gagnant-gagnant, je crois qu'il va rapidement nous tourner le dos. Mais je sais que les maires de notre pays ont commencé par prendre conscience parce que au-delà de tout le monde prépare les élections générales de 2026. On va évaluer les maires sur ce qu'ils auraient fait de leur commune, quelle image ils ont donné à leur commune, quelles possibilités économiques, quels avantages économiques, quels partenariats ont-ils engrangé pour le développement de leur commune. Ce sont des critères qui vont entrer en ligne de compte pour le choix des prochains maires dans les 117 communes du Bénin. Nous avons en ligne Jules Léandre Kitty. J'espère qu'on pourra avoir la bonne qualité au bout de téléphone. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonsoir, Bresbila Ifedi. Alors, vous savez, à compter de ce jour, s'ouvre à Cotonou deux grandes rencontres au profit, bien sûr, des maires, l'ouverture de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones. Ce sont d'excellentes occasions qui vont permettre à nos collectivités locales de s'ouvrir à d'autres partenaires au plan mondial. Votre avis ?
Absolument. D'abord, il faut voir deux entrées sur votre question. La première, c'est que il s'agit d'une rencontre internationale qui crée forcément, du point de vue diplomatique, une ouverture de notre pays sur l'extérieur. Donc, notre pays devient un carrefour d'échanges entre acteurs directs et experts en matière de développement local. Et certainement que sous les auspices, le management du président des maires béninois de l'ANTB, eh bien, beaucoup de maires, beaucoup d'experts ou de cadres de nos collectivités locales, surtout ceux qui sont au niveau du département planification du développement local, vont pouvoir confronter leurs connaissances avec celles de tous ceux qui vont venir de l'espace francophone qui se réunissent ici. Et donc, ce sera un rendez-vous certainement du donner et de recevoir, d'acquisition de connaissances, mais aussi d'exposition des efforts que le Bénin est en train de faire en matière de développement local et de la structuration, de la professionnalisation de nos collectivités locales. Mais autre chose qui va être très très intéressante au détour de cette rencontre, c'est que le leadership du Bénin en matière de réseautage concernant le développement local est en train d'aller crescendo. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, sur vos antennes, nous avons échangé autour d'une nouvelle position que le maire de Cotonou, président des maires béninois, venait de prendre au niveau de la fédération des maires francophones. Une vice-présidence à ce niveau-là, c'est important, mais que très rapidement, que notre pays accueille encore cette Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, je pense forcément que c'est une opportunité pour les collectivités locales béninoises. Mais ce que nous avions dit, Moïse et moi, ce jour-là, j'ai envie de les répéter un peu comme pour faire de la pédagogie. Il faut savoir saisir les opportunités. C'est pas seulement, il faut pas seulement s'extasier à l'idée de se montrer dans les images à une cérémonie prestigieuse. Mais il faut participer. Il faut pas aller en villégiature, les travaux en commission par exemple. Il faut participer activement. Et ensuite, entre deux activités de cette Assemblée générale, il faut faire du réseautage, il faut prendre les contacts, il faut faire de la diplomatie de développement local. Et donc, je pense qu'à ce niveau, je ne sais pas quel est l'éventail de maires béninois ou d'acteurs de la décentralisation des collectivités locales qui participent à cette Assemblée générale. Mais je pense qu'il doit y avoir une bonne brochette quand même de personnes représentatives de notre pays. Donc, je vous réponds oui, sans embâche, dans l'absolu, c'est une grosse opportunité pour nos collectivités locales. Une grosse opportunité pour nos collectivités locales. On peut s'en satisfaire. Donc, selon vos propos, Jules Léandre Kéti, vous restez avec nous juste pour le second sujet abordé dans l'actu débat de ce soir. Les conditions de vie et de travail des professionnels des médias béninois ne sont pas du tout du goût des députés du groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale cette semaine. Ils ont exprimé leur amertume au sujet de ces conditions de vie et de travail des hommes des médias. Nous allons vous proposer de suivre respectivement les honorables députés Eric Roundété et Nourenou Achadé. Si nous avions le temps, je vous aurais demandé de faire observer une minute de silence en mémoire de tous ces journalistes, de tous ces professionnels de médias qui sont morts dans la précarité, dans la pauvreté. Il y a des conditions de vie et de travail inacceptables pour les professionnels des médias. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de sécurité sociale. En cas de maladie, il n'y a pas de prise en charge. Il y a précarité. À partir de 2018, l'aide de l'État à la presse privée a été suspendue, et ce, jusqu'à ce jour. Voilà les conditions. Voilà ce qui se passe. Voilà la réalité, Monsieur le Président. Et donc, je voudrais, Monsieur le Président, souhaiter que le gouvernement prenne au sérieux la question qui est posée. Nous avons tous intérêt, Madame la Ministre, chers collègues, à protéger et à défendre la liberté de la presse pour préserver la démocratie et les droits fondamentaux. Le gouvernement, les institutions et les citoyens ont un rôle à jouer pour soutenir un environnement médiatique libre
et pluraliste. Alors, retour en studio. Nous allons rester avec vous, Julien Ndreketi. Ce n'est quand même pas une première interpellation sur les conditions de vie précaires de travail des journalistes à l'Assemblée nationale. Entre-temps, l'honorable Tchabi Goré-Baké a déjà déploré cette situation et interpellé le gouvernement. Oui, mais ce n'est pas la première interpellation du gouvernement sur la question. Les députés, ils font bien de s'intéresser aux conditions de vie et de travail des professionnels des médias, parce que il n'existe pas en tant qu'acteur politique sans l'accompagnement des médias. Donc c'est de bon droit, mais j'ai l'impression que, bon, c'est vrai, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quels sont les mobiles de ce regain d'intérêt des parlementaires pour les conditions de vie et de travail des journalistes? Je ne veux pas le savoir. L'essentiel, l'action, elle est positive. Mais après, qu'est-ce que le gouvernement en fait? Et mieux, est-ce que les professionnels des médias devraient simplement se réjouir de ce que le Parlement a interpellé le gouvernement sur la question? Est-ce que le député ou la députée qui a introduit ces questions à l'endroit du gouvernement a été assisté de professionnels des médias pour pouvoir avoir suffisamment d'éléments pour faire le débat ou pour planter le gouvernement, le représentant du gouvernement, si tant est que les explications du gouvernement ne satisfont pas les députés, parce que on connaît beaucoup d'interpellations qui ont pour simple objectif d'attirer plutôt l'attention sur les députés. Mais bon, j'ai pu entendre quand même le député Eric Koundété, le député Nourelou Achadé. Ce ne sont pas des personnes qui sont c'est pas né de la dernière pluie en termes de défense des libertés, mais les conditions de vie et de travail des professionnels des médias, c'est un débat plus global et qui a beaucoup de versants. Et où se trouvent les députés, les professionnels des médias eux-mêmes? Moi, j'aurais aimé voir ces députés-là, par exemple, parce que c'est de leur droit, de leur pouvoir également, d'inviter, par exemple, des professionnels des médias, les responsables des fêtières, ou des professionnels des médias d'un certain niveau, qui donc eux-mêmes, de par leur parcours, portent ne serait-ce que tous les soubresauts, les étreintes et les passions que cette profession a vécues sur des décennies, pour qu'ils viennent plancher. C'est vrai, ils ne sont pas députés, mais un député ou plusieurs députés, ils sont 28 députés démocrates. J'aurais aimé, par exemple, en amont les voir échanger, avoir l'information qu'ils ont échangé avec les professionnels des médias, pour savoir, par exemple, quels sont les enjeux du moment. Parce que ça risque d'être simplement des émotions, et ça va s'arrêter là. Parce que nous sommes à l'ère des réformes. Et j'ai l'impression, comme le disent les cyclistes, que nous sommes dans le timing du dernier sprint. C'est-à-dire que c'est le dernier tournant pour les réformes décisives. Sinon, si on ne sait pas négocier ce tournant au sein de la corporation, c'est que les réformes vont se faire pour la corporation, mais pas avec véritablement les professionnels des médias. Parce qu'aujourd'hui, c'est un signe qui ne me trompe pas moi, lorsque c'est un professionnel des médias qui vient d'être nommé à la tête de l'ARAC. C'est pour dire, je pense que le message du chef de l'État est très clair. Des réformes sont engagées. J'entends des professionnels des médias qui sont encore à se demander si on les a suffisamment associés. Après, on a mis un professionnel des médias à la tête de la pour mettre en œuvre ces réformes-là. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale des réformes ou des effets que les réformes vont avoir. Est-ce que ça, je n'ai pas cette information-là et donc je pourrais être contredit ou bien contrecalé sur la question. Est-ce que l'honorable qui a posé cette question aux députés a tous les éléments sur les réformes en cours actuellement pour que les réponses du gouvernement puissent être utiles et que si c'est encore possible de modifier quelque chose positivement dans l'intérêt des professionnels des médias pour qu'ils aient la sécurité sociale, qu'ils aient l'assurance maladie, qu'ils aient une convention collective plus actualisée, parce que ce qui était élaboré mais qui n'a jamais été véritablement appliqué est désuet. Donc il faut que ces questions précises là soient sinon poser des questions de façon globale sur la vie des professionnels des médias. C'est bien, ça crée des émotions que d'entendre
l'honorable Éric Ndete dire qu'il y a des professionnels des médias qui sont morts dans la misère, dans la précarité, dans l'absence totale ou l'incapacité de se payer les soins. Mais après, il y en a plein qui meurent en silence. Mais quand l'écosystème est nettoyé, mais on entend le Parlement légiférer sur beaucoup de secteurs. Quand vous prenez le secteur de la pharmacie, par exemple, l'Assemblée nationale, de façon très appliquée, a essayé de nettoyer l'écurie pour qu'il y ait un ordre qui soit bien terminé, bien structuré. Les métiers sont organisés dans ce sens-là. Il y a des secteurs sur lesquels aussi bien le gouvernement que l'Assemblée nationale ne jouent pas simplement sur les émotions. Ils vont dans des propositions de loi. Donc là, maintenant, il n'y a pas de proposition de loi. Il y a des interpellations du gouvernement. Et comme le gouvernement, en respectant les tests dans la collaboration entre institutions, la ministre du numérique et de la digitalisation va répondre, elle apporte les réponses qu'il faut, les députés font leur débat, elle recueille les préoccupations, mais après, est-ce que ça permet de changer véritablement quelque chose? Pourquoi on ne s'informe pas suffisamment auprès des professionnels des médias pour aller à une proposition de loi ou de modification? C'est plus concret, par exemple. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas l'interpellation, non, Julien Keiti? Pardon? C'est déjà un pas de poser, non, l'interpellation? Écoutez, moi, je ne suis plus je ne m'extasie plus à l'idée juste d'entendre qu'on a fait un pas. C'est une profession qui se meurt, cher ami. Vous voulez que les honorables députés aillent beaucoup plus loin? Oui, mais parce que si les députés commencent par faire un pas maintenant, nous sommes à plus de 30 ans d'expérimentation du renouveau démocratique. La presse libre est née au Bénin avec le renouveau démocratique. En tout cas, lorsqu'on laisse tomber la période d'avant la Révolution ou la période un peu avant l'indépendance où il y a eu quelques postes de respiration, où il y avait des plumes alertes et tout, mais véritablement une presse libre, avec la naissance de la presse privée et tout ça, c'est à partir de 1990. Mais combien de mutations on n'a pas encore faites dans beaucoup de secteurs? Pourquoi c'est maintenant qu'il doit avoir le premier pas au niveau de la presse, pendant que les réformes instigées ou suscitées par le gouvernement sont en cours? C'est-à-dire qu'on est en train de faire le premier pas à l'Assemblée nationale et les réformes vont entrer en vigueur. Et donc ça va être compliqué d'y aller. Donc il faut que les députés se mettent ensemble, d'accord, mouvance ou opposition, peu importe, ce sont des représentants du peuple, qui puissent prendre les vraies informations qu'il faut et proposer les modifications au niveau des tests qui régissent la vie des professionnels des médias. Jusque là, par exemple, on se demande quand est-ce qu'il faut appliquer le code de l'information et de la communication à un professionnel des médias que quelqu'un estime dans une faute, une mauvaise application des règles déontologiques. Quand est-ce qu'il faut appliquer le code du numérique? Mais c'est des choses qui sont très concrètes à faire. Et ça, on n'a plus besoin aujourd'hui d'interpellation de forme là-dessus. Cela dit, je ne minimise pas pour terminer rapidement. Qui se préoccupe. Ça donne moins écho à ce que vivent les professionnels des médias, même si c'est déplorable que ce soit les députés qui parlent plus fort que les professionnels des médias eux-mêmes de leurs propres conditions de travail. D'accord. Julien Keiti, restez avec nous. On va écouter Alphonse Moïse Soudé en studio sur cette question-là. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce regain d'intérêt des honorables députés en direction des hommes des médias? Non, vous savez, depuis 2016, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on nous a dit qu'on a mis à la tête de la HAC un professionnel des médias, rompu à la tâche, ça je le reconnais, j'ai dit, il a pour défi d'abord d'essayer d'effacer les taches noires, que les deux, que ce soit le président Adam Tessiboni, que ce soit le président Prosper Moriti, j'ai dit, c'est sous leur magistère qu'on a fermé des organes de presse. Et donc il faut qu'il y ait un travail. Tout le monde parle de réforme. Tout le monde parle de réforme, mais je n'ai jamais vu encore quelqu'un me dire quel est le contenu réel de ces réformes. On parle de réformes, mais les professionnels de médias ne savent pas qu'est-ce qu'on met dans ces différentes réformes-là. Il faut mettre à la disposition des professionnels de médias les différentes réformes que l'on veut opérer au sein de la presse. Parce que j'ai dit, si on ne sait pas faire,
beaucoup d'organes de presse seront encore fermés. Des gens ne pourront plus officier en tant que journaliste. Je suis d'accord, on parle de précarité, on parle de pauvreté. Il a parlé de la convention collective. Celle qui existe, très peu d'organes de presse les respectent. Je sais de quoi je parle parce que j'ai eu à participer au recrutement du personnel pour une radio. Et nous avons dit il faut payer les gens à partir de la convention collective qui existait. Et quand je me suis promené un peu dans les rédactions, mais c'est pas la peine. Vous ne pouvez pas comprendre que dans les rédactions, j'ai un jeune qui a démissionné la dernière fois, il me dit mais que lui il était à 25 000. Vous ne pouvez pas être un professionnel des médias, gagner 25 000. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes sont devenus communicants. Et on voit ça à la une des journaux, des titres siamois. Donc il faut devenu marionnette de voilà. politique. Quand je parle d'améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias, il faut d'abord jeter un coup d'œil de qui peut créer un organe de presse. Au-delà, quand le monsieur crée son organe de presse, écoutez, c'est une entreprise. Il va faire des bénéfices. Donc, il ne fait pas de la philanthropie. Il ne veut pas faire de la philanthropie. Et on préfère, disons les choses clairement, on préfère aller recruter des jeunes étudiants qu'on estime qu'ils ont de la plume, ils peuvent écrire 2 ou 3 phrases, on les prend, on leur donne quelques miettes et puis bon, après on s'arrange pour leur trouver la carte de presse. Au profit de professionnels des médias. Oui, disons les choses clairement. Je sais de quoi je parle. Donc on dit mais lui il est trop cher, on va prendre un jeune étudiant qui a peut-être fait lettres modernes linguistiques, qui a de la plume et puis on l'engage, lui allume l'organe de presse et l'autre est là, il prend les prébendes et puis bon, il cherche quelques miettes. Il faut régler ça, il faut que l'État puisse aider à dire mais ceux qui créent les entreprises de presse, de quel capital disposent-ils? Est-ce qu'ils sont habilités à le faire? Parce que c'est là, l'État ne va pas tout faire, mais il faut que d'abord au sein de la corporation qu'on fasse ce nettoyage. Je suis d'accord avec Kitty qu'on parle de nettoyer l'écurie. Il faut nettoyer l'écurie parce que les députés, les hommes politiques, il n'y a pas d'homme politique qui ne soit pas fabriqué par la presse. Je n'en connais pas. Il a beau avoir les ambitions, si la presse ne relaie pas, si la presse ne parle pas, si les télévisions, les radios, la presse écrite ne parle pas de lui, il ne peut jamais être élu. Je mets au défi cet homme politique qui me dira qu'il peut se passer de la presse pour être élu. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe quand il profite de la presse, il vient au pouvoir? C'est la première bête à abattre, c'est la presse. Donc il faut qu'aujourd'hui, que les réformes, les droits locaux sera là au niveau de la HAC va mettre en chantier des réformes. Mais pourquoi ne peut-on pas exposer ces réformes-là au niveau des professionnels? Nous avons des fêtiers. Les fêtiers doivent pouvoir dire, voilà, les réformes qu'on nous propose, recueillir les avis des autres. Les députés, forcément, les députés qui interpellent le gouvernement, ils sont des amis journalistes. Ils collaborent avec des journalistes. Ils savent de quoi ils parlent. Parce que parfois, vous allez sur le terrain, le journaliste finit une couverture médiatique, il est obligé de racoler les organisateurs juste pour trouver de quoi. Il faut partir chez lui, parce qu'on vous envoie un reportage sans moyen de déplacement. Vous allez chercher l'information, et puis vous ne savez pas combien votre patron a pris. Donc, lui, il exploite vos compétences moyennant quelques miettes. Il faut régler ces détails-là. Il faut dire qui est professionnel des médias. Parce que au niveau de la dernière fois, j'ai dénoncé sur votre plateau ici, il dit dans combien de rédactions aujourd'hui forme-t-on les journalistes? Est-ce que les gens font encore ce qu'on appelle la conférence de rédaction à proprement dit? Est-ce que ça se fait encore? Donc il faut que nous-mêmes on se prenne au sérieux. Il faut qu'on et que ce qui nous arrive aujourd'hui est en partie dû à nous-mêmes. Mais oui, j'ai dit, on a mis sur les frêles épaules d'Edouard Loko, il ne peut pas faire des miracles. Il ne peut pas faire des miracles. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit professionnel des médias, il vient d'un milieu politique. Il a été nommé par des hommes politiques. Ouais. Et il a un cahier de charges. Il a des ordres à prendre, des ordres à exécuter. Ne nous trompons pas. Et je dirais, à la fin, on dira, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Le mal de la profession, ce sont les professionnels même. On se tape dessus. Julien Kitty parlait de nous-mêmes à l'instant. Il dit que les députés aujourd'hui parlent plus fort que les professionnels des médias. Pourquoi on peine à bouger les lignes quand ça nous concerne? On parle de quoi vous dites, les fêtiers. Nous avons le PMB. Il faut que le PMB se batte pour que davantage... Parce que le problème, c'est là. Nous-mêmes, on ne parle pas de nous. Il y a des gens, ils ont trouvé déjà leur compte, ils s'en foutent, quoi. Que leurs jeunes confrères, que leurs confrères souffrent, c'est pas leur problème. Mais pourquoi c'est comme cela? Mais c'est ça. Quand ça concerne les autres, on en parle suffisamment. Parce que, à cet allure-là, moi, je crains que dans les réformes-là, que l'État se resserre davantage autour des journalistes. On ne finit pas dire, si vous voulez être journaliste, vous devez disposer, vous devez avoir un diplôme. Ça va arriver. Et quand cette réforme-là
peut-être, je dis les choses comme ça à haute voix. Si par exemple dans la réforme on dit que désormais pour se faire appeler journaliste, il faut aller qu'on appelle à l'école dans une école de journalisme, sortir un diplôme, ça va poser un problème. C'est comme dans un pays à côté on dit pour être pasteur il faut sortir un diplôme qui atteste que vous avez fait l'école de théologie. Si ça arrive au niveau de la presse, attention, des organes risquent de fermer. Donc il faut un contrôle dans ce qui se passe dans la rédaction, parce que ne crée pas un organe de presse qui veut. Les hommes politiques, ils savent qu'ils profitent des journalistes, ils profitent des journalistes et leur donnant quelques prébendes, on fait leur promotion. Et puis moi je suis heureux que les députés aient posé le problème. L'État va répondre. Maintenant les députés, toutes tendances confondues, devraient se mettre ensemble, comme l'a dit Gilles, pour proposer des tests. Il faut le faire, il faut revoir la loi organique de la HAC, il faut voir beaucoup de choses. Si les députés, les hommes politiques ne peuvent pas se mettre ensemble, parce que c'est la presse. La loi organique de la HAC a été récemment revue. Il faut revoir les choses. On a vu ça sous quel angle. Je dis, ce sont les journalistes qui font et défendent les hommes politiques. Et quand ils veulent que la presse les fabrique, ils y mettent les moyens. Et quand ils ont fini avec la presse, on garde la presse. Donc, il faut qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand vous essayez d'interpeller les jeunes, ils n'ont plus envie de devenir journalistes. Ils veulent plus. Ils disent, mais cette profession-là, on s'ouvre, on ne gagne pas sa vie. Et puis bon, d'ici à quelques années, la presse sera comme le monde des enseignants. Les gens ne veulent plus enseigner parce qu'on dit, vous ne devenez jamais riche. Et si un journaliste a envie de devenir riche, il devient communicant. Donc, il faut qu'au-delà du discours des émotions politiques, ça c'est les hommes politiques qui parlent. On avait déjà interpellé la dernière fois le gouvernement sur le mode de recrutement au niveau de l'ORTB. Il faut qu'à la fin de toutes ces interpellations-là, les députés se mettent ensemble pour proposer des tests. Il a parlé du code numérique, il a parlé le code de l'information. Il faut revoir ces lois-là pour que désormais on se sente journaliste. Moi, j'ai toujours dit que le candidat Patrice Talon avait promis des choses à la presse quand il faisait la campagne 2015-2016. Et la dernière fois aussi, quand on a supprimé le ministère de la Communication, il a dit qu'on va aider la presse à se professionnaliser davantage. J'attends de voir ça. Mais au-delà de tout, mettez sur la table, confier aux fêtiers des professionnels des médias quelles sont les réformes. Parce que nous ne siégeons pas tous à la HAC, on va se rendre compte un jour qu'on a fait des réformes contre nous, comme la plupart des réformes. Écoutez, les réformes qui sont faites au pays, les personnes concernées ne sont pas souvent associées. Donc, on découvre un jour que il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui nous frappe. Donc, il faudrait que les lois soient mises sur la table, qu'on en discute pour que désormais quelqu'un ne puisse pas dire je n'étais pas informé, je viens de découvrir cette loi et c'est malheureux. Donc, il faut que les journalistes eux-mêmes se prennent au sérieux. Il ne faut pas être journaliste de petits jetons. Moi, je refuse ça. Il ne faut pas être journaliste de petits jetons. Il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer parce que quelqu'un vous a donné 2 billets verts, vous écrivez des conneries dans votre journal. C'est pas ça. Parce que l'homme politique a pour ambition de manipuler les journalistes. Et lui se dit avec l'argent on peut tout régler. Il faut, au-delà de l'argent, il y a ce qu'on appelle l'honneur, parce que c'est votre pub, ça porte votre signature. Dans l'histoire, vous allez répondre de ce que vous avez écrit. Et il faut, si vous voulez être journaliste, il faut savoir qu'on ne vient pas dans la presse pour être riche, on vient dans la presse pour défendre des convictions, on vient dans la presse pour informer, former et dénoncer l'état d'une société. Vous êtes un éveilleur de conscience. Donc forcément, vous risquez d'être l'enfant mal aimé. Mais si vous aimez l'argent, on a vu des gens qui dans ce pays ont transformé la presse en autre chose. Aujourd'hui, ils sont au garage. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent il y a des morts silencieuses. Voilà, justement, il faut légiférer, vous l'avez dit, mais, il faut régler ça. Avant, les gens meurent, absence de salaire, de sécurité sociale. Les députés démocrates ont parlé de suppression depuis 2018 de l'aide de l'État à la presse. Selon vous, sur quel levier agir bien avant la réforme aujourd'hui pour qu'il y ait une amélioration de ces conditions de vie? Vous savez, l'aide à la presse, sur quels critères, quand l'État donne l'aide à la presse, ceux qui gèrent ça, comment ils gèrent ça? Disons les choses clairement. Quand l'État met à votre disposition votre argent, que vous-même vous tapez dessus au cours du partage de l'argent, c'est normal. Je dis, ce que l'État peut faire, c'est
davantage faire des recyclages au niveau des journalistes, surtout sur le code, la déontologie. Il faut l'éthique et la déontologie de la presse. Pour moi, l'aide à la presse, c'est quoi? C'est participer à la formation des uns des autres. Si vous êtes bien formé, je crois que personne ne pourra vous manipuler. Personne. Et il faut obliger les promoteurs d'organes de presse à vraiment, véritablement payer les salaires aux journalistes, à les déclarer, parce que c'est ça la réalité. Il n'a pas de salaire, et puis bon, peut-être sur 3 mois, c'est à peine une fois qu'on lui donne quelque chose, on lui dit, écoutez, prends ça en attendant, et il se taise. Il ne parle pas. L'UPME devait faire, écoutez, dans tous les organes de presse pour voir comment les gens travaillent et prendre à cœur et travailler avec les hommes politiques, avec les députés pour que nous puissions avoir des textes qui mettent l'homme de la presse à l'abri de tous les besoins. Parce que l'homme qui a faim n'est plus un homme, hein, il est à la merci de tout le monde. Donc il faut régler ça. Moi je dis ce sont les tests, les réformes, mais il faut que les professionnels des médias soient associés. Il y a des gens qui ont trouvé leur compte qui disent bon basta, les autres ils peuvent ne pas trouver leur compte. Nous on a déjà ce que j'appelle souvent les requins de la presse qui se retrouvent partout et qui mangent tout et qui écrasent les autres. Il faut régler ça parce que c'est nous-mêmes. Il faut qu'on se parle le langage de la vérité, on se mette ensemble, qu'on dise désormais nous allons travailler la main dans la main. Regardez au niveau de la Commission ministérielle des droits de l'homme, on a botté la presse à la touche. Personne n'a rien dit. J'ai pas vu les fêtiers de la presse réagir. On nous a botté à la touche tranquillement et personne n'a rien dit. C'est pas possible. Le chef de l'État a promis lors de la campagne électorale pour dire désormais le président de la HAC sera élu par ses pairs. Ça compte. On a eu la possibilité, on avait toute l'Assemblée du côté de la majorité. La loi n'a pas été prise en compte. Après tout, aujourd'hui, on continue de nommer. Celui qui est nommé, il est pieds et mains liés. Disons-nous la vérité. Mais il a réussi à nous contenter quand même, malgré ce refus de cette loi introduite en 2019. Mais non, en 2017. 2017, ça n'a pas marché. 2018, ça n'a pas marché. Il a réussi. En 2019, ça a marché. Pourquoi on n'a pas ramené ça? Pourquoi on n'a pas ramené ça? Pourquoi on ne donne pas la possibilité de dire la HAC, c'est un outil politique. C'est un outil politique où, le dernier en date, on a fermé la Gazette du Golfe. Quand on a parlé une fois, 2 fois, tout le monde s'est tué. Puis, la Gazette du Golfe, les journalistes de Gazette du Golfe sont dans la pauvreté, ils vivent plus, ils sont malades. Malheureusement, personne n'en parle. C'est ça la réalité. Donc, je suis heureux que les députés aient pris conscience, mais il faut poser des actes concrets. Les députés, c'est légiférer, c'est proposer des lois. Donc, au-delà de toutes les interpellations, qu'ils s'asseyent et qu'ils fassent le point des réponses données par le gouvernement, proposer des lois pour qu'on puisse avancer. Il faut qu'on dépasse aujourd'hui, vous n'êtes plus fiers parfois quand vous allez quelque part, vous dites que vous êtes journaliste, on vous regarde comme les pauvres de la République, des gens qui n'ont pas donné un niveau, vous connaissez, vous parlez en fonction de ce qu'on vous donne, c'est pas comme ça. Il faut que l'image des professionnels du média soit réhabilitée par les hommes politiques. C'est eux qui l'ont dégradé avec notre complicité. Il faut aussi qu'avec notre complicité, on puisse rehausser cette image. Troisième sujet maintenant, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oumbeji, a une fois encore abordé ce week-end le sujet lié au déplacement du marché d'Antokwa en y apportant des précisions. Le porte-parole du gouvernement a également présenté les dispositions prises par le gouvernement après ce déplacement du marché d'Antokwa. Nous l'écoutons. D'Antokwa aujourd'hui, si il y a un malheur, il y a un incendie par exemple, et que vous allez appeler les pompiers, le temps d'arriver d'intervenir, les dégâts sont énormes, vous le savez, et il y en a eu. Les autres marchés sont de dimensions moins grandes, c'est vrai. On les a refaits en augmentant les tailles. Et pour reloger momentanément les personnes qui y étaient, on pouvait trouver des places dans les ruelles et autres. Dites-moi aujourd'hui, dans Cotonou seul, si on veut reconstruire d'Antokwa, aux mêmes normes, et qu'il faut déplacer tous ceux qui sont d'Antokwa, quelle est la place que vous trouvez dans Cotonou pour reloger ces personnes pendant 2 ans, 3 ans, s'il le faut, pour faire un marché de la taille de d'Antokwa aujourd'hui? Il n'y en a pas. C'est pour ça que les personnes qui viennent dire on ne doit jamais faire ça, on ne doit pas faire ça, il faut leur poser les vraies questions. C'est qu'à l'arrivée, on va déplacer et c'est séquencé. À Kourounou, c'est ce qu'on appelle le commerce noble. Les tissus, les pailles, les bijoux, la maroquinerie,
maroquinerie, les produits de beauté, ça va se retrouver à Kounou. Donc les personnes qui sont à Dantokpa qu'on connaît, elles vont se retrouver là pour ce commerce. Les autres vont être répartis dans les marchés modernes qu'il y a dans les quartiers. Et le commerce de gros ira du côté de Calavi. À partir du moment où on a fait les places dispersées et qu'on cale ces personnes dedans, à quoi serait-il utile encore de refaire Dantokpa après, même dimension? Si on fait, ce serait pour sortir à nouveau ces personnes des marchés qui sont déjà construits, pour les envoyer là-bas ou quoi? Non. Mais on dit, cet emplacement au cœur de la ville, et chacun peut le voir. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce serait pertinent de l'avoir? Quand on aura fait ça, et que ce marché, là où il est aujourd'hui, il ne serait plus, mais que cet emplacement va donner naissance à quelque chose de majestueux, qui apporte de l'argent au pays, qui fait vivre les enfants du pays parce qu'ils travaillent là autant que le marché, un endroit totalement assaini, je suis convaincu que les mêmes viendront dire, oh, il fallait oser faire ça. Wilfried Léandre Mbedji à l'instant, secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole également du gouvernement. Alors avant de prendre très rapidement, Julien Nketi, Alphonse Moïse Soudé, on comprend maintenant de mieux en mieux que les voix, on comprend, je vais y arriver, de mieux en mieux que les voix qui s'élèvent pour s'opposer à cette délocalisation vont pratiquement rester lettres mortes. Moi, je reste sur ma soif. Et je dis les choses clairement. Les gens seront répartis dans les marchés modernes qui sont en train d'être construits. Je ne sais pas, on a parlé de 30 marchés, combien sont construits, combien sont déjà mis à disposition. Il ne faut pas mettre plusieurs doigts dans une même narine. Je dis et je répète, les marchés qui sont en construction, il faut les finir. Et il faut les finir, les mettre à disposition d'abord et pouvoir recaser ceux-là. Depuis là, c'est le seul que je connais qu'on a pu mettre à disposition, c'est le marché de Kazem. Je ne sais pas s'il y a d'autres marchés qui sont bien. C'est un calendrier établi et il y en aura d'autres. Écoutez, il y en aura d'autres. Finissez d'abord avec. J'ai donné un exemple très simple pour ceux qui passent à Dantokpa. Quand on a rasé le parc, c'est devenu quoi? C'est devenu urinoir. Allez voir là, les cambus se sont installés là, les gens font pipi là tout le temps. On n'a rien mis à la place. Je dis, je suis d'accord que quand il y a incendie, les raisons évoquées, d'accord, mais les marchés en construction, finissez-les, relogez les personnes concernées et après vous passez à l'État. En fait, ça là, il y a peu de doute là-dessus. Les usagers seront relogés. Mais est-ce qu'ils ont fini les marchés, Bill? Ils ont fini les marchés. Il y a certains marchés qui sont finis. Il y a mis à disposition. Il y a un calendrier établi pour la mise à disposition progressive. C'est le PAC 1. On a fait le PAC 2. Les projets du PAC 1 n'ont pas fini, on a entamé PAC 2. Et il reste, la dernière fois, j'ai vu l'ANAGEM, la directive de l'ANAGEM qui dit, bon, le reste des marchés, on va construire. Vous avez pris 8 ans pour construire 20 marchés. Est-ce que c'est moins de 2 ans que vous allez prendre pour finir les autres marchés? Ne nous trompons pas. Je suis d'accord que le régime en place fait beaucoup de choses, mais il faut aller pas à pas. Le marché, c'est important. Un marché, ça ne se crée pas. Le marché se crée de lui-même. Ahino Djewe. C'est qu'on se lève un matin, on constate que les gens se sont mis ensemble pour faire marcher. Je dis, je suis d'accord, mais il faut finir les marchés, reloger les gens, parce qu'on a parlé de séquencer, d'accord, mais les gens qui sont là, si vous finissez tous les marchés, il y en a à Midombo, il y en a à PK3, il y en a un peu partout, il y en a à côté de la mairie, finissez ça, relogez les gens et on va évaluer la suite. Pour moi, c'est ce qui a commencé doit être fini. Il faut finir ça avant d'ouvrir un autre chantier. Nous allons écouter très rapidement Julien Nketi sur la question. Julien Nketi, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a apporté de nouvelles précisions sur la délocalisation du marché de Dantokpa et ce qui a fait après cette délocalisation. Réaction, Jules. Oui, merci Brice Bill Haïtidi. Je pense que c'était très nécessaire, ces explications-là du porte-parole du gouvernement. C'est vrai que, et ça je l'avais dit quelque part, que des déclarations du président Patrice Talon qui devrait plaindre dans détail, dans lequel il devrait réagir et apporter tous les contre-arguments qui devraient peut-être, pourquoi pas, amener le gouvernement à mettre un pied sur le frein, qu'ils sont un peu en retard sur ces arguments. Mais néanmoins, lorsque le gouvernement est en train de poser ses actes, de suivre sa logique annoncée, ça n'a rien de faire en catimini, eh bien, il faut que toutes les fois que dans l'opinion, on a l'impression qu'il y a un manque de déficit d'information, de clarification, il faut apporter ces clarifications. Donc, le porte-parole du gouvernement a fait bien d'apporter ces clarifications-là. Comme je l'ai dit dans d'autres circonstances, je porte
le même attachement presque fétichiste à ce marché-là. Si je vais à Lagos aujourd'hui, je vais au Togo, je vais dans des pays au Congo, et il y a toute une grosse légion de commerçants qui ne vont rien comprendre à ce que je leur dise que Dantokpa n'est plus à sa place, que ce marché où ils peuvent venir acheter des tissus, prendre des bijoux, mais au même moment, s'ils veulent prendre des vivres, ils peuvent en trouver, ou ils peuvent faire d'autres marchés, que ce n'est plus ensemble. D'accord, mais vous savez, le développement et le développement durable impliquent également des décisions, des réformes majeures. Mais il faut suffisamment communiquer autour. Il faut suffisamment communiquer autour. Et je pense qu'il ne faut jamais être fatigué de communiquer autour. C'est ce que le gouvernement est en train de faire à travers son porte-parole. Et les arguments avancés. Mais il faut qu'on puisse bien trouver, sans prendre les propos du gouvernement comme parole d'évangile, il faut en trouver, en percevoir la pertinence. Mais combien de fois Dantokpa n'a pas pris feu ces dernières années? Et nous ne sommes restés que dans des palliatifs, des situations où on vient éteindre le feu dans la dimension où on peut l'éteindre, mais les dégâts sont là et les commerçants qui sont victimes de ces incendies-là. Ils crient le nom de qui? Du président de la République. Alors, les véhicules des sapeurs-pompiers n'ont toujours pas la possibilité de pénétrer le marché d'Antokpa facilement. Et quand vous prenez également, si vous prenez également la gestion que la SOGEMA faisait de ce marché, vous avez des gens qui sont dans ces marchés-là, et comme si c'est un patrimoine familial, vous avez des gens qui sont là depuis beaucoup de décennies, qui ont pris ce qui appartient même à l'État pour relouer, sous-traiter avec des personnes, et la SOGEMA n'arrivait plus à contenir tout ça. Bon, alors, l'argument selon lequel il y aura un projet majestueux en lieu et place de Dantokpa, mais bon, c'est une prévision, c'est pas ce qui peut le mieux rassurer les commerçants, les usagers du marché, mais pour un gouvernement qui est dans la perspective de oui, c'est bon de l'annoncer. Mais le plus important, c'est ça que le porte-parole du gouvernement a dit, ce qu'on propose à ces commerçants-là. Je pense que les réformes nécessitent un peu de sacrifice de la part des usagers, des acteurs économiques qui faisaient les affaires à Dantokpa, parce que vous voyez, le client qui vient de l'étranger ou bien qui vient dans le même marché veut acheter plusieurs catégories de produits, eh bien, il peut être amené, si les commerçants de tissus et de bijoux là se trouvent quelque part et qu'il doit aller à un autre endroit dans la ville, dans le pays, pour acheter d'autres choses, ça demande un peu de tracasserie, mais c'est une étape du développement. Moi, je pense qu'il a manqué peut-être un peu de concertation. Là, il faut rattraper la communication autour et ne pas s'arrêter, et que tous les acteurs qui doivent être impliqués au fur et à mesure que le projet évolue. Moïse a évoqué quelques aspects maintenant. Par exemple, est-ce que s'il y a des types de commerçants, des catégories de commerçants qui n'ont pas encore d'espace préparé pour eux, pour redémarrer les affaires, est-ce qu'eux, ils doivent attendre, ils doivent arrêter les affaires d'abord? Donc il faut que le gouvernement continue de communiquer suffisamment sur ce qui est prévu pour que tous ceux qui étaient régulièrement dans le marché d'Antokpa puissent être relevés. Et ça aussi, ça demandera un temps. Et donc, il faut que tout en donnant cette clarification, moi, c'est mon souhait, que le gouvernement, à travers la NAGEC qui est créée maintenant, à travers le ministère du Commerce, à travers donc les sorties du porte-parole du gouvernement, puisse continuer à expliquer et qu'il y ait parfois même des audiences foraines pour rencontrer des acteurs, des différents acteurs du marché, les différentes catégories, pour donner des informations et qu'il y ait suffisamment de tapage autour pour que le sentiment de traçabilité soit ancré dans la perception que les populations ont de cette situation. Mais moi, en tant que citoyen, j'estime que nous avons tous des sacrifices à faire, parce qu'il a encore dit, le porte-parole du gouvernement, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans. Mais c'est clair que dans Dantokpa, ça va être compliqué. Le jour où ça va prendre feu pour tout le monde,
Et pour toutes les parties, là, on va déplorer des pertes en vie humaine. On va voir toute une économie d'un pays aller en fumée. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans certains compartiments. Et lorsqu'on voit les marchés qui sont construits maintenant, pour les images qu'on a, on se dit il y a la question de sécurité. Qui est déjà réglée. D'accord. D'accord. C'est clair qu'il y aura des grincements dedans, il n'y aura pas d'omelette sans casser des œufs. D'accord. Allons-y avec la concertation, allons-y avec beaucoup de communication. Beaucoup de pédagogie. Merci. La pédagogie. Oui. Voilà. Merci Julien Nketi. Très rapidement, vous savez, plus beaucoup de minutes au compteur de Actu et Débat. Le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel s'est tenu à Niamey ce samedi avec la participation effective des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La rencontre a abouti à des décisions importantes. On va y revenir certainement, mais très rapidement. 30 secondes, Julien Nketi. C'est une rencontre historique qui a acté définitivement le divorce avec la CEDEAO. Oui, c'est clair. Abdourahmane Tiani, Traoré, Ibrahim et puis Assimi Goïta ont décidé, en calculant le timing, parce que 24 heures avant la tenue de la CEDEAO dans la capitale nigériane, ils ont décidé de se retrouver à Niamey pour donc créer officiellement, avec la preuve, ils ont montré les actes signés des trois dirigeants, l'acte constitutif de la Fédération Alliance des États du Sahel. Et je pense que dans les déclarations qui ont été faites, on est revenu sur du déjà entendu, donc les velléités contre l'impérialisme et tout, mais après, il faut noter qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout à travers la résolution de ce premier sommet-là, parce que, par exemple, ils n'ont pas été capables de rejeter systématiquement le franc CFA. Le franc CFA, d'accord. Ils ont décidé de créer une institution bancaire au niveau de leur alliance pour donc et un franc souverain. Les relations avec le franc CFA. D'accord. Jules, ça veut dire qu'eux-mêmes ne peuvent pas aller jusqu'au bout dans le retrait de la CEDEAO. Mais du point de vue formel de leur appartenance ou non, je pense qu'ils ont décidé, ils l'ont dit dans leur discours, leur marche est irréversible. Ils ont été clairs. Merci. La diplomatie et la politique, on ne dit jamais. On vous aura compris. Au sein de la CEDEAO, nouvelle formule. Merci Julien Nketi pour votre participation à cette émission. Très rapidement, 30 secondes. Sur cette question-là, Alphonse Moïsodé. La Confédération vient de prendre sa marche, son envol. Et puis bon, on va suivre. C'est vrai que ils n'ont qu'à s'attendre à beaucoup de choses. Ce n'est pas facile de quitter le colon. Ils ont rompu les amas avec la France. Ils sont déjà mis le regard tourné peut-être vers la Russie, autre chose. Il faut dire qu'il y aura des retombées. Ils savent que c'est maintenant que le plus dur commence. Bon, l'essentiel pour moi est que les peuples, parce que tous les combats se mènent au nom des peuples. Il faut que les peuples sortent grandis et que les peuples puissent gagner. Si c'est après pour participer qu'il y ait des attentats de façon régulière, qu'on tue des gens, moi je ne serais pas d'accord. Mais je les encourage désormais. La CEDEAO, c'est qu'on a un garçon devant soi. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé. As-tu débat sur EFM? On va revenir sur cette question, sur ce premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. On va décortiquer de fond en comble les principales résolutions prises. Fin de cette émission Actu et Débat, donc mise en onde Patrice Béja, prise de vue Job Chikpe en studio. Je rappelle qu'il y avait Alphonse Moïse Soudé, journaliste. Au téléphone, on a eu Jules Léandre Kitty, consultant média. Présentation, Brice Bill a été dit. Ce fut un plaisir en votre compagnie. Bonsoir.